je relance. Ok, bonjour Clémence. Bonjour. Alors, 132e investigation aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, une partie composée de questions, protocole fixe, et une deuxième partie en exploration libre. Ok. Voilà. Est-ce que tu es prête? Oui, c'est bon. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu me dis ce que tu vois et ce que tu perçois de ce qu'on appelle la tour de Babel. 1, 3. Euh, je suis dans un paysage. Je suis face à une énorme tour. Une architecture à l'ancienne avec des pierres taillées, des grosses pierres, des arches. Et elle est immense. Et elle est dressée comme au milieu d'un désert. Et c'est une ambiance assez chaotique parce que je vois le ciel orageux, très noir, très lourd. Il y a beaucoup d'agitation. Je vois beaucoup de monde. Il y a une ville qui s'étend au pied de la tour. Et les gens sont comme... c'est, c'est pas une ambiance d'une population calme et harmonieuse. C'est des gens avec beaucoup de basses fréquences. Comme de la colère, comme de l'envie, de la cupidité, de la jalousie. Et je vois des orages et je vois, ouais, un désert qui s'étend loin avec des montagnes. C'est assez désertique. Une plaine désertique, faite de roches blanches. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu décodes les informations ésotériques inhérentes au terme hébreu balal. Ce mot balal est issu... Non, le mot Babel, pardon, est issu de ce mot hébreu, balal, qui signifie confusion. Quelles informations ésotériques sont contenues dans ce mot Babel? J'essaye de les décrypter. Attends. Prends ton temps. Ça me renvoie à de la fumée, enfumer les esprits. Ça me renvoie à une sorte de contrôle sur les pensées humaines, dans les rêves, dans les croyances. Créer un égrégore de fumée autour de tout ça. C'est très très ancien, j'arrive pas à avoir des choses précises. Je n'ai rien d'autre. Ok. Dans la Genèse 11, verset 1-9, il est écrit que toute la terre avait une seule langue et utilisait les mêmes mots.
Quelles informations perçois-tu à ce sujet maintenant? C'est une vieille langue morte qui n'existe plus. Et cette langue a été modifiée à différents endroits. Et cela en a découlé des langues, premières langues du monde, venant d'une même racine. Une langue que je pourrais pas parler parce que mes cordes vocales ne seraient pas adaptées à ça. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Clémence? Je me sens profonde et mon corps est complètement je sais pas comment dire, je peux pas bouger mon corps. Ça, c'est normal. Et émotionnellement, comment tu te sens? Neutre. Très bien. Ok. Toujours au sujet de la Genèse 11, verset 1-9, il est écrit que le Seigneur est descendu pour voir la ville, c'est-à-dire la tour de Babel, et que les humains avaient construit, et il a décidé de la détruire et de répandre les hommes sur la terre. Déchiffre ces informations et dis-moi ce que tu perçois, encore une fois, à ce sujet. C'est beaucoup de choses. Ça me donne un petit mal au crâne, mais ça va. Tu sais que tu peux te déconnecter de ces sensations physiques quand tu veux. Tu as le pouvoir sur tout ce que tu ressens. C'est comme si ce petit mal de tête, c'est un lien à ces informations et je dois le suivre pour avoir plus d'infos. Je vais voir ce que je trouve. Ok, donc si c'est un fil conducteur vers les informations et que tu as besoin de le ressentir, tu le ressens, mais à moindre effet. Ouais, c'est bon. Ces hommes à cette époque, c'est une vieille race humaine qui n'existe plus, qui a été détruite par la suite. C'est un maillon de la chaîne, de notre chaîne actuelle. C'est comme si c'était un maillon qui a existé il y a très longtemps et qui avait des capacités, je sais pas, humaines, d'un point de vue cérébral, différentes des nôtres actuellement. Et il les a répartis sur la Terre. Pour moi, cette vieille race humaine a été détruite pour ces compétences-là. De quelles compétences on parle? Cette tour, C'est une compétence? c'est ce qu'elle représente. Cette tour, elle représente quelque chose. Quelque chose pour cette race humaine à cette époque. De vouloir s'élever, de vouloir rejoindre les cieux. Et ils y sont arrivés. Ils se sont élevés. Et ce n'était pas prévu. Cette tour a été détruite. Dans le sens, la tour créée par cette race humaine à cette époque a été détruite. C'est comme une métaphore pour dire que l'éveil de ces esprits humains a été réduit à néant. Cette tour, elle est métaphorique. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens un peu à toi. C'est bon. Cette douleur que tu ressentais? Il n'y a plus rien. Ok. Pour autant, cette partie de la Genèse qu'on a explorée à l'instant contredit ce qui a été écrit précédemment, à savoir que les fils de Noé avaient chacun leur propre territoire et leur propre langue. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet?
Pour moi, les fils de Noé et cette histoire de Noé n'a rien à voir avec cette histoire de Tours, de Babel. C'est autre chose. C'est une autre histoire. C'est une autre époque. Et pour moi, ils viennent après, ces fils de Noé, après la tour de Babel, bien après. D'accord. La tour de Babel a-t-elle vraiment existé? Oui, non, partiellement. Partiellement. C'est pas une tour qui a été érigée, c'est pas un seul symbole que les humains de cette époque ont construit en s'élevant. C'est plutôt cette tour de Babel, elle représente toute l'avancée de l'intelligence et des émotions et de la compréhension et de la spiritualité des humains qu'ils ont eu. C'est un symbole de plusieurs choses, en fait. Donc non, y a pas de... Enfin, je vois pas de tour de Babel qui a existé sur cette terre, dans la physique, dans le monde physique. Mais elle représente autre chose, elle représente des villes, elle représente des mouvements spirituels, elle représente des temples, elle représente des consciences qui s'élèvent. Elle représente tout ça. Ok. Elle représente une liberté. Ok. Quelle est la signification ésotérique de ce récit biblique, alors? Rappeler que les humains sont inférieurs au Seigneur. Rappeler que les efforts sont vains. Rappeler que l'humain doit rester à sa place dans la hiérarchie, qui n'est qu'une simple création de Dieu. Toujours le placer dans cette hiérarchie, le placer en bas de l'échelle. Maintenant, au sujet de la Genèse 11, donc l'histoire de la tour de Babel décrite dans la Bible, identifie celui qui a écrit cette partie, la Genèse 11. Trouve-le. Je vois un moine. J'ai le terme arabe qui me vient, un terme arabe. Un moine dans cette partie du monde, au Moyen-Orient. Il a un lien avec le judaïsme. Je vois un moine qui écrit. Tu reconnais son ADN? C'est humain. C'est humain. Est-ce que tu arrives à dater? Moyen Âge. Moyen Âge. Moyen Âge, entre 1000. On est bien sur Terre, donc. On est sur Terre. Oui. Il se bat, c'est étrange parce que j'ai plusieurs courants de croyances en lui qui se confondent. Il y a un côté d'occulte. Ça me renvoie à de la magie, ça me renvoie à des croyances très anciennes. Quel est son objectif? Quel est son objectif à écrire ce texte, cette histoire de la tour de Babel? Quel est l'objectif pour lui? Simplifier les informations, simplifier les mots pour que le texte soit compris par le plus de personnes possible et que l'information principale, à savoir que l'homme doit rester inférieur
à Dieu soit compris et intégré par le plus de monde possible. Et il a des notions de pratique occulte et de magie, et il flirte avec d'autres mondes invisibles, ce moine. Et il sait qu'il y a des entités beaucoup plus puissantes que les hommes, qui peuvent réduire les hommes en esclavage. Mais il peut pas écrire ça mot pour mot. Il peut pas dire la vérité dans son texte, donc il doit comme inventer une histoire pour faire passer le message. Quel est le message, justement? Que l'homme doit rester à sa place, qu'il ne doit pas défier les forces du ciel, les forces supérieures, que rien ne peut défier ce qui se place au-dessus de nous. Que l'homme n'est qu'une petite créature, qui ne peut pas s'élever au rang de Dieu. Est-ce que tu visualises des symboles? Ouais, je voyais juste un médaillon à l'instant. Dis-moi. De quoi il a l'air, ce médaillon? On dirait comme la lettre pi, mais un petit peu différente. Genre une jambe de la lettre pi est un peu plus longue et courbée vers l'extérieur. Et je crois une sorte de pentacle, une étoile, pentacle. Je viens de le dessiner. Continue, qu'est-ce que tu perçois? Je vois son cabinet qui se dessine autour et je crois qu'il a senti ma présence. Ce moine. Il s'en fiche. Il s'en fiche que je sois là. Parce qu'il sait que cette histoire sera rapportée pendant des siècles et des siècles. Que ça lui est égal qu'il ait des visiteurs. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Demande-lui son prénom. C'est un nom arabe, j'arrive pas à le... Épelle les lettres. R-A-B-I-A-N. Rabian. Rabian. Ok. Tu me laisses avec Rabian? Oui. Rabian. Rabian. Bonjour. Bonjour. Étrangère. Je m'appelle Samia. Comment est-ce que tu te sens dans le corps de Clémence? Je me sens salie. Pourquoi? C'est un corps de femme. C'est un corps humain. C'est un corps de femme qui n'a pas à accueillir les énergies d'homme de cette façon. Utilise juste les cordes vocales. Tu n'es pas obligé d'utiliser tout le corps, juste les cordes vocales. D'accord? Que me veux-tu? J'aimerais te parler du message, de ton intention, en fait, au sujet de cette tour de Babel et du récit que tu es en train d'écrire. Je ne peux rien dire à ce sujet. Pourtant, je sais que tu connais l'existence d'êtres invisibles, d'êtres qui se veulent supérieurs à l'humanité. C'est les informations que l'on a lues tout à l'heure. Comment as-tu notion de cela, femme? Je le sais. C'est des secrets de magie et de sorcellerie, que seuls les initiés ont accès. Et nous recevons les ordres, nous recevons les messages
En réalité, tout ceci maintenant n'est plus tellement un secret. Celui qui veut le voir peut le voir. Les secrets ont été répandus. Entre autres, les tiens. Comment? Comment? Regarde, Comment? tu peux le voir. Regarde. Tu peux lire toutes les informations contenues en moi. Je te laisse libre de les lire. Tu peux demander à Clémence aussi, si elle veut, si elle accepte, que tu lises ces informations. La connaissance, l'instruction, la lecture, la transmission d'informations. Seuls les initiés peuvent avoir accès à ces domaines, peuvent avoir accès à ces portes des autres mondes. As-tu déjà rencontré ces autres êtres dont tu parles? Je ne suis pas digne de recevoir leur visite, mais je travaille pour eux. Alors, comment tu le sais? Tu travailles pour eux. Comment tu sais que tu travailles pour eux? Je les ressens, je les entends, je les perçois. Ils ne peuvent pas se montrer à moi. Je leur fais offrande de sang, je leur fais offrande de chair, je leur fais offrande de feu lors de nos rituels. Qui d'autre participe à l'écriture de ce livre? D'autres initiés. Combien êtes-vous? Nous sommes répandus un peu partout dans les cités. Je connais 1 millier d'entre nous. Pourquoi est-ce que tu veux rester soumis à ces êtres? Pourquoi est-ce que tu penses que l'humanité doit rester soumise? Parce que c'est ainsi que nous avons été créés. C'est ainsi que sert l'homme. Est-ce que tu te rends compte que, en écrivant cette histoire de la tour de Babel, tu mets la puce aux oreilles des êtres humains? Tu leur montres qu'ils peuvent être aussi puissants qu'un dieu et qu'ils n'ont pas besoin de rester soumis à un dieu. Ceux qui essaieront de s'élever au rang de Dieu seront punis. Ils seront punis par le ciel. C'est ce que cette histoire raconte. Regarde tous les êtres libres sur Terre aujourd'hui. L'histoire sera modifiée. Elle sera réécrite. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sais? D'autres histoires vont naître, d'autres croyances vont naître. Dis-moi lesquelles. Des croyances qui vont s'adapter à votre population, qui vont s'adapter à vos cultures, qui vont s'adapter à vos modes de vie. Les dieux savent comment vous contrôler, comment vous garder à votre place. Est-ce que tu vois parfaitement comment notre société va se transformer, notre humanité, à mon époque, en 2022 et après? Vous évoluez, il y a des êtres qui ne viennent pas de cette terre, des êtres qui viennent d'ailleurs, qui vont forcer l'évolution, des êtres que je n'ai jamais vus, que je n'ai jamais rencontrés, que je n'ai jamais ressentis. Comment les ressens-tu? Puissants, lumineux, forts, différents. Bien. Tu me laisses avec Clémence et je te remercie. Rabian. Adieu. Adieu. Clémence déconnecte totalement de Rabian. Déconnecte. Et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ces fréquences? À lui?
pourri. Vraiment? Ouais, vraiment. J'aime Autre chose pas. que ce mot pourri? Qu'est-ce que tu... Très basse, très poussiéreuse, très sombre, très... Soumis, conditionné. Ouais, vraiment dévouée à une cause immonde. Est-ce que ces fréquences sont totalement dégagées de ton corps maintenant? Ah oui, il n'y a plus rien. Ok. Est-ce que tu as perçu des informations à travers cette canalisation, des informations plus précises, par exemple, des perspectives de l'humanité à notre époque, Euh, de ces êtres qu'ils voyaient lumineux, puissants, par exemple? Alors j'ai vu des rituels, des très vieux rituels, Mhm. bourrés de symboles, bourrés ouais, de langues anciennes, de sacrifices, de... Ok, alors va à ce moment-là tout en restant distancié, d'accord? Émotionnellement, fréquentiellement, d'accord? Vraiment comme une spectatrice derrière une baie vitrée hermétique, ok? Ok, oui. Allez, maintenant on y va. Quand tu y es, tu me le dis. On est sous terre, on est dans une grotte très haute, et il y a des colonnes de pierre, et Mhm. il y a des statues d'animaux, des statues qui ressemblent ça a quatre pattes, ça a une gueule, une gueule de chien ou de... Je sais pas, c'est quoi comme animal ça? Je crois que ça a des cornes. Décrypte l'ADN. Reconnais-tu l'ADN? C'est une chimère de bœuf et de lion. Est-ce Et que il tu y arrives a... à dater l'endroit où l'endroit, l'espace-temps? Je suis à moins 900. Moins 900 sur Terre ou Moins ailleurs? 900 sur Terre. Mhm. Et c'est Moyen-Orient aussi, c'est... euh, Comment tu te sens? beaucoup d'informations qui Ok. arrivent. Tu vas comme créer un entonnoir qui reste fluide, d'accord? Et accepter les informations à ton rythme. Je suis au niveau de... Alors, ma géographie, Voscavo, c'est pas la Méditerranée, c'est la mer Rouge. Mhm. Au niveau de tout le côté Moyen-Orient, dans ce bassin-là. Mhm. Il y a beaucoup de feu, il y a des hommes avec des capuchons noirs. Mhm. Est-ce que ce sont des humains ou est-ce que c'est autre chose? Ce sont des humains de cette époque, Mhm. des humains qui ont été choisis. C'est les mêmes que ceux qu'on voyait à Tour de Babel où tu disais que cette époque, cette race n'existait plus? Non, C'est non, encore non. autre chose? C'est autre chose, c'est des humains qui appartiennent à une classe élevée et ils sont tous reliés à une croyance et une religion, comme s'ils avaient des postes au gradé là-dedans, du style prêtre ou maître de cérémonie, je sais pas c'est quoi leur titre. Mhm. Et, Donc ils sont et sous terre. ouais, c'est un rituel qui se passe sous terre. Ces êtres non humains que tu voyais, est-ce qu'ils sont présents aussi? Je les vois pas, mais je les perçois. Mhm. Continue dans cette scène. Plus loin, contre le mur, il y a comme un trou dans la pierre en forme de porte géante avec des colonnes et c'est noir. Mhm. Et au fond de ce trou, il n'y a rien, c'est juste un mur tapissé dans le physique, mais pourtant c'est une porte vers une autre dimension. Mhm. Et, euh, et ils reçoivent des sons, ils reçoivent des mots, ils entendent des voix via cette porte dans ce mur. La terre au sol, elle est très rouge foncé, elle est ocre. Quel est Elle est ocre. l'objectif de ce rituel? Là, c'est une simple cérémonie d'hommage et recevoir des commandements, recevoir des ordres, recevoir les choses à faire. Il
il y a une notion avec la venue d'un astre Mhm. dans le ciel, en fait. Mhm. Parmi ces hommes, il y a beaucoup d'érudits qui étudient le ciel, qui étudient comment dire, le mouvement des pierres. Je sais pas comment dire d'autre. Et ils attendent des directives pour cet astre qui va arriver dans le ciel bientôt. On parle toujours des humains. Oui. Mhm. Quel est le lien avec cette histoire de la tour de Babel? Est-ce qu'il y a un lien? Comment est-ce que tu... Le lien, ce sont ces personnes qui écrivent, qui ont édulcoré D'accord. ces histoires, ces vieux textes, Ok. qui ont voulu enfermer la population et Soumettre. les soumettre, oui, par ces écrits dits sacrés, que seule une poignée de personnes pouvaient en recevoir les enseignements et leur transmettre. Sauf que ces poignées de personnes, ce sont ces hommes qui participent à ces rituels de feu, de sang et de terre. Donc ce sont ces hommes qui écrivent la Bible, par exemple? Euh, ouais, la notion de Bible, elle est abstraite actuellement pour moi, là. Mhm. Mais des vieux textes, en tout cas, D'accord. avant que la Bible actuelle, telle qu'on la connaît, ne soit formée. Continue. Explique-moi. Si cet astre arrive ou pas? C'est un passage, Mhm. un alignement Mhm. d'une planète dans une constellation précise. Et il y a des énergies qui vont converger. Je vois comme des lumières, comme des aurores boréales qui pourraient danser dans le ciel et chercher à s'aligner. Est-ce que ces êtres humains que tu vois attendre cet alignement astral ont déjà cette intention d'écrire, ou est-ce que c'est vraiment les prémices de cette intention? Il y a des essais qui ont été faits, non pas pour transmettre à la population, mais pour garder des traces, comme des archives. Et ça me renvoie à ce gars, Rabian, qui écrivait. Il écrivait des symboles. Il écrivait dans son livre, il écrivait d'abord sur la page de droite avant d'écrire sur la page de gauche. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il écrivait, c'est des petits symboles, ça ressemble même pas à des hiéroglyphes ou même pas à de l'hébreu, je sais pas. Demande-lui où il puise l'information. Il reçoit tout lors des rituels. Il reçoit des visions. Qui transmet? Regarde. Ces énergies, ces entités via cette porte sombre, creusée dans la roche sous terre. Ok. Comme dans un énorme canyon. Il y a quelque chose avec cette terre, la terre ocre par terre, cette couleur, c'est comme si la terre était aimantée pour recevoir ces énergies à ce moment précis. Il y a une parfaite notion d'utilisation des énergies environnantes. Tu veux dire que la matière contenue dans cette terre, enfin l'organe, la composition est importante, oui. Et ils nourrissent le sol par ces sacrifices de sang. Et je parle pas des sacrifices d'animaux. Ils les nourrissent par des chants, ils les nourrissent par des prières. Ils chargent en fait ce lieu spécifiquement pour que les fréquences du lieu soient en résonance avec les fréquences qui descendent du ciel. Donc tu dis qu'ils sacrifient les humains, c'est ça? Oui. Ok. Tu vas te déconnecter totalement de cet espace-temps maintenant. Déconnecté. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok. J'aimerais que tu me dises si ce groupe, cette énergie, cette intention qui les regroupe et qui les anime existe encore dans notre présent 2022 et si elle continue à faire son œuvre maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Alors, c'est beaucoup moins authentique, c'est beaucoup plus édulcoré, il y a beaucoup plus d'esthétique. Et
c'est... Je vais devoir prendre une métaphore, hein, désolée. C'est comme si tu prends une recette de cuisine Mhm, très ancienne mhm, et que au fur et à mesure du temps, la base de la recette c'est la même, mais il y a d'autres ingrédients qui ont été rajoutés entre-temps ou d'autres ingrédients qui ont été retirés. mhm. Mais au bout du compte, le plat reste le même plat. Il y a peut-être le goût, l'apparence qui change, mais la base de la recette est toujours là. C'est juste que en... dans la transmission au fil des siècles et des millénaires, ces intentions, ces cérémonies, ces idées, ces croyances ont été modifiées, édulcorées. Mise mise finalement à l'heure du temps, à la mode, Ouais, voilà, adapté, ouais. adaptée. Est-ce Adapté. que l'énergie, la puissance, l'intention reste exactement la même? Oui, Ok. oui, elle a même été amplifiée. Mhm. Et qui pratique ces rituels aujourd'hui? Je vois, je vois plus de personnes que ce que je voyais dans la caverne. Mhm, Et c'est comme si c'est des personnes qui ont le même ADN que ces hommes-là que j'avais vus. Comme si, pareil, ça correspond à une classe, une, des personnes choisies. Et leur ADN est assez mixte. Il y a, il y a plusieurs sortes d'ADN, d'humains anciens, d'humains nouveaux. mhm. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Si, c'est très clair. euh, et ouais, c'est comme s'il y a Qu'est-ce que l'ADN ancien? Est-ce que c'est cet ADN dont tu parlais déjà au moment de la tour de Babel, quand on observait, que tu disais que c'était une ancienne race humaine? Mm, Ouais. oui, Quelle est la particularité de cet ADN? Quelle est la différence? un ADN résistant, il y a une plus grande longévité. Longévité? Longévité. Mhm, Euh, il y a une plus grande capacité extra-cognitive, notamment au niveau de la télépathie, mhm. notamment au ressenti des émotions. Plus grande capacité émotionnelle, une sensibilité plus forte. Donc cet ADN n'a pas totalement disparu. Elle C'est persiste comme encore. dilué, on Ouais, peut dire ça. voilà. Ouais. Ce médaillon, tu sais le médaillon qu'on a observé avec ce pentagramme et cette forme qui ressemble à celle de Pi, Oui. est-ce que tu le retrouves à travers ces groupes ou ailleurs? Je crois que ça correspond à une divinité. Mhm. Je crois que ça correspond à son nom, écrit dans leur langue. Mais je sais pas quelle langue ils parlent. Je sais pas c'est quoi leur alphabet. Demande-leur. Demande-leur. Pas limite. Arcadien. Arcadien. Et il y Demande-leur a... qui est leur divinité. J'ai pas de nom parce que j'ai d'autres symboles qui se superposent et d'autres divinités Mhm. à différentes époques. Toujours avec ces symboles. Il y a beaucoup de divinités. C'est comme s'il n'y avait pas une divinité omniprésente. C'est comme si chaque groupe, dans chaque caverne différente, vouait un culte à une divinité différente. Mhm. Sur le plan de ces divinités, d'accord? C'est comme si tu pouvais toutes les percevoir, toutes celles qui sont liées à ce rituel, cette intention, d'accord? Celles qui travaillent ensemble d'une certaine façon. Est-ce qu'elles collaborent elles-mêmes sur ce plan, sur leur propre plan, ces divinités? Je sais pas si je suis claire. Si entre elles, de l'autre côté, il y a de la baston, ou Voilà. Est-ce
qu'il y a une forme de rivalité ou est-ce qu'elles font corps dans cette intention de garder l'humanité soumise? Il y a toujours cette intention de garder l'ensemble de l'humanité soumise. Mhm. Et c'est comme s'il y a plusieurs divinités ensemble qui forment un bloc et, euh, et qui prennent plusieurs visages, plusieurs noms, plusieurs symboles. C'est hyper confus, je peux pas. Ok, déconnecte-toi, déconnecte-toi. Reviens à toi. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ça va ou ça va bien? Ça va bien. Ok. Une dernière question et après on rentre. D'accord? Tu me disais qu'on avait une langue morte. Enfin, que cette langue, cette seule et unique langue que l'humanité parlait à cette époque, n'existait plus. J'aimerais que tu remontes, que tu retraces l'existence de cette langue à la source ou auprès de quelqu'un qui la parlait parfaitement. Maintenant. Alors, je suis face toujours à des personnes de la population très élevée parce que Mhm. ils sont au-dessus des autres. Ils ont Tu plus veux de dire que tu connaissances. vois une caste, c'est ça? Ouais, voilà. Mhm. Et ils parlent cette langue entre eux et il y a d'autres personnes de la population qui ne parlent pas du tout. Comme s'ils étaient aphones, comme si on leur avait pas appris cette langue, on leur avait pas appris à parler. Ils communiquent par des sons, ils comprennent ce qu'on leur dit, mais c'est... Donc tu veux dire qu'il y a carrément des castes qui sont divisées en capacités de verbaliser ou pas? Oui, c'est comme ça que je le perçois. Hein. Au niveau de leur ADN, est-ce qu'il y a une différence? Regarde, Oui, dis-moi, raconte-moi ce que c'est. Est-ce que oui, c'est humain? ceux qui peuvent pas parler ou qui ont du mal à avoir cet apprentissage Mhm. de la langue, c'est comme s'ils avaient un ADN conçu spécialement pour la soumission et obéir aux ordres Est-ce que de c'est d'autres humains qui ont un ADN différent et est-ce que cet qui... ADN modifié, que tu vas modifier quelque part limité, est-ce que c'est celui qui compose notre humanité aujourd'hui? Oui, mais il s'est dilué. Il s'est dilué. Il s'est Il dilué reste avec encore... l'autre? Dis-moi. C'est dit, je sais pas, c'est comme s'il y avait deux ADN humains, donc Mhm. un très soumis et un, on va dire, lambda. Mhm. Celui qui est très soumis se dilue peu à peu au fil des siècles. Mhm. Parce il y a une dualité hein, chez l'être humain qui est très présente. Et soit certains se laissent bouffer par cette information de soumission présente dans cet ADN, Mhm. soit ils arrivent à le surpasser. Je sais pas, c'est comme si quelque part chaque personne est libre de choisir son ADN, comment modifier son ADN, juste par le choix et Le quel... libre arbitre est inné d'une certaine façon. voilà. Mhm. Tu nais avec de la dualité et il n'appartient qu'à toi de choisir dans quel camp tu vas créer ta vie. Mhm. C'est intéressant. J'aimerais que tu choisisses un être humain qui parle librement et couramment cette langue unique. Celui qui te plaît le plus, celui avec lequel tu te sens le mieux. J'en vois un et il est à moitié humain, à moitié reptilien. Mhm. Pourquoi celui-ci? Pourquoi celui-ci te parle le plus? Parce qu'il est beau. Je l'aime bien. Même si, bon, je sais d'avance que il n'acceptera pas de parler à une petite femelle dans mon genre. Est-ce que tu vois des femelles, justement, comme tu dis? Dans cette caste, Mhm. non. Je vois Non? que des hommes. C'est étrange comme reptiliens, ils ont
Donc ce ne sont Ça, plus des êtres humains, tu les vois bah, en fait, c'est ça. hybridés. Je les vois vraiment hybridés moitié. C'est comme si. Imagine un super humain, genre de 2 mètres, musclé et tout. Et, et sur sa peau, il y a comme des écailles bleutées, sombres, argentées au niveau des bras, des épaules, des jambes, des yeux avec comme 2 membranes dans l'œil, peu de cheveux et une peau lisse. Et ouais, c'est étrange. Comme. Donc, à Mm. l'époque, la race humaine était hybridée. Mhm. C'est ce que tu vois. Je la vois, ouais, hybridée, mais de 2 façons différentes. Il y a des hybrides haut placés, puis il y a la populace. Et justement, la populace dont tu parles, est-ce qu'elle a aussi de l'ADN reptilien ou reptiloïde ou pas du tout? Oui, mais c'est comme de l'ADN reptiloïde modifié en laboratoire. Tandis que cette caste haut placée, c'est un ADN reptilien ancien, genre royal, tu vois. Et la populace, l'ADN reptilien qui le compose, c'est un ADN reptilien genre nouveau-né. Est-ce que cette caste hybridée que tu vois euh, a des croyances? Euh, je pourrais pas te dire. Pose la Euh, question à ce bel homme-là. il veut pas me parler. Non, il est beau, hein, moi je l'aime bien. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'attire? Je sais pas, il y a ce côté très énergie masculine, très impétueuse, euh, très stable, genre inébranlable, tu vois, Mhm. très supérieur, genre un boss, tu vois. Et non, j'aime bien son côté petites écailles bleutées là, c'est joli. J'aime bien. Bref. Regarde dans cette population, au sein de cette population humaine que tu perçois à cette époque-là, s'il y a parmi la caste élevée des femmes, des femelles, comme tu dis. J'en perçois, mais c'est comme si elle n'était pas sur Terre. Mhm, C'est-à-dire, il y en a dans leur civilisation, mhm. mais pas présentement sur Terre à ce moment-là. C'est bizarre. C'est, je sens la, la présence de femelles au sein de leur groupe, mais je les vois pas, je les perçois pas. C'est pas un groupe uniquement composé d'hommes. Il y a de la polarité féminine, mais qui là, à l'instant, est absente. Voilà. Ok. Bon, c'était intéressant. On a voyagé. Mm. Tu vas Ouais. te déconnecter totalement de ces consciences, de ces êtres, de cette époque, et tu reviens en 2022 dans ton espace énergétique, dans le présent, totalement ancré dans ton espace. Et déjà, l'ambiance, la création, la fréquence que tu vas ressentir se déploie largement, s'expanse autour de toi et en toi. Tu la sens vibrer, elle est de base en haut de ton corps et tu te sens merveilleusement toi et seulement toi. Et ça, c'est le 1. Mm. Et avec le 2, déjà ton corps se réanime, devient de plus en plus léger, vitalisé par cette énergie qui est la tienne, dynamique, prête pour aller à la salle de sport. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Maintenant. Coucou. Et alors? Comment c'était? Intense.
Et c'est comment tu te intense. sens? Je l'ai vécu aussi, c'était vraiment super intéressant. J'ai eu un amas d'énergie dans les bras. Mes bras étaient paralysés, je pouvais plus les bouger là. J'ai les mains encore engourdies. Bon, ça c'est normal. Mhm. Et ouais, j'ai un peu lourd comme sujet parce que ouais, ça m'a tiré vraiment en profondeur et j'ai Mhm. un petit mal de crâne qui arrivait de temps en temps, mais ça va. Tout va bien. Je t'ai dit que ça allait te plaire. Ouais, j'ai bien aimé. Surtout le petit reptilien à la fin. Voilà. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi, Clémence. Et je te dis à la prochaine. Salut, à la prochaine. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata.
non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.